Ça m'a beaucoup servi le Donbass. Maintenant, et des fois, ma femme me dit: «Laurent, tu m'ennuies parce que toi, je veux dire, s'il y a pas de salade, bah, tu vas manger des carottes. Si, tu voilà, tu peux te contenter du T'adaptes. minimum syndical». Et je lui dis: «Oui, mais c'est une force ça». Et il y a beaucoup de gens du coup, en fait, finalement, ils sont que dans l'attente, de combler un besoin qui n'est pas naturel, en fait. Et ils perdent du temps, mais un temps incroyable. Et les besoins pas naturels, c'est ce que tu as évoqué, hein, c'est des écrans, par exemple, ça peut être, je sais pas, enfin, la consommation, de télé-réalité, de ceci, de cela, de réseaux sociaux, de virtuels, de jeux vidéo, enfin, de plein de choses, quoi. Mais en fait, ils passent à côté, bah, du réel, quoi, du concret, de la vie, de Mais tout, c'est quoi. traumatisant la vie, c'est traumatisant. Ils sont traumatisés par la vie. Ils ont plus cette capacité d'acceptation. C'est ce qui m'impressionnait chez les enfants du Donbass, tout à l'heure, je l'ai chanté là, cette information-là. Ça m'impressionnait et je demandais aux parents: «Mais ils étaient comment avant?» Et ils me disaient: «Mais comme ceux que vous avez en France, quoi. Les écrans, enfin tout quoi, le package, en totalité». Parce que Donetsk, c'est une ville, tout le monde se dit: «Mais c'est un pauvre bled». Non, 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 c'est une ville C'est internationale, hein. C'était quand même genre la deuxième ville la plus riche, d'Ukraine, 1 million d'habitants, 1 500 000 avec, la l'agglomération. Ça fait quand même, une sacrée ville. Une ville riche, une ville cultivée avec des universités, de qualité, avec des partenariats, d'ailleurs avec la France, d'ingénieurs, une ville, d'industrie, de mines, de recherche. Donc eh bien, leurs enfants, avaient beaucoup changé et les gens aussi. Les rapports humains, la guerre change les rapports humains. Donc les enfants étaient plus aimants, je vais dire ça comme ça, hein, parce que c'est ce que j'ai ressenti. Les gens plus proches, plus compréhensifs, plus attentionnés de l'autre et aussi parfois, donc le meilleur ça, mais aussi le pire. Dans le champ où tu avais des gens qui étaient, là dans le qui ressentaient le besoin de plaisir plus important, tu vois? Ça magnifie pour moi la guerre, le pire et le meilleur, chez l'humain et du coup, j'ai rencontré les 2 facettes et l'autre facette, la noire, est pas facile Ah non, à le problème, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, c'est qu'on a tous un côté, clair, un côté obscur, mais qu'on refuse d'accepter notre côté obscur. Or, pour être complet, il faut intégrer les 2 choses. ouais, mais tu vois, ça, moi, ça m'est arrivé, je vais raconter cette confrontation. C'est et ça, j'en suis pas fier, mais il faut aussi raconter, ces choses-là. Un jour, c'est sur, les derniers moments, de ma mission et qui a même, été, décisif pour que je m'en aille. Bien que j'avais mon billet d'avion, j'avais dit: «Je reste 1 an et je m'en vais», donc j'avais acheté mon billet d'avion à l'avance. Heu, on est sur le front et je suis avec un fixeur, qui m'a sans doute sauvé la vie plusieurs fois, qui s'appelle Misha Andronik. Et on fixe des journalistes italiens, les fameux Italiens dont je t'ai parlé tout à l'heure. On est dans le coin de l'aéroport et les Ukrainiens se mettent à tirer, et ça chauffe. On est juste après la bataille de Yasinovataya où ils ont coupé Mmh. la route. Donc c'est un coin chaud parce que justement on n'est pas loin de ce coin. De toute façon, l'aéroport ça a toujours été un coin chaud et en fait, si tu veux, ils se sont jetés dans les buissons et moi et Misha, on est restés debout et on s'est moqué d'eux. On s'est moqué d'eux. Et le soir, si tu veux, j'ai eu le réflexe, en disant: «Mais tu vraiment un abruti». Parce qu'eux, ils sont des humains. Toi là, tu étais plus un humain. Toi, la guerre, c'est devenu ta réalité normale. C'est normal. Donc ce qui est anormal est devenu normal et tu as passé des lignes. Et je me suis senti, ce soir-là, genre, tu sais, tu es dans un bateau, tu as pas de rame. On est vers le mont Saint-Michel
Et en fait, quelques encablures encore, et tu vas être emporté par le courant, et tu peux pas revenir en arrière, c'est foutu. Parce que le courant, il va trop vite. Bah, j'étais là. Et après, quand tu passes ces lignes, t'en reviens plus. J'ai appelé ça l'adrénaline du front. C'est terrible parce que tu arrives à prendre du plaisir de cette ambiance de mort. Et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde de rester longtemps dans un endroit pareil. Non, Enfin, parce que ça te crame et ça te change, comme tu l'as dit. et là, j'ai pu revenir sur les berges de l'humanité, mais j'ai eu du mal après, hein. Tu sais qu'il m'a fallu 1 an et demi après derrière pour, et je me demande comment ça va faire, ça va être par exemple pour Christelle, mais aussi d'autres, qui ont vécu ça beaucoup plus longtemps, le retour à la normale, mais ça doit être un truc, enfin moi je l'ai vécu, mais alors là, pour ceux qui sont restés longtemps, oh, Bah, il faut passer gentiment à d'autres activités et puis se restabiliser. Mais bon, Christelle, à ce niveau-là, elle est relativement bien organisée pour. alors, tu sais quoi? Le truc absurde, c'est que je rentre en France, c'est le 14 juillet, ça pétarade, j'ai eu peur. J'ai j'ai jamais sursauté sur un obus, et là je rigolais comme un couillon, parce que c'était devenu mon monde, et là, il y a des pétards et c'est ça, c'est Mais parce que tu es, si tu veux, tu es rentré dans une zone, entre guillemets, calme, le confort, de et d'un coup, confort. pan, il y a ce truc qui me revient dans la gueule. Oui. Et je pense que, alors moi, à mon petit niveau, alors imagine les enfants du Donbass, et cetera, qui ont vécu que ça. Il y en a, ils sont nés et ils vivent que ça. C'est toute leur enfance. Mais l'après, mais ça va être quelque chose, hein. Enfin, c'est bien, hein. La paix, ça sera bien. Enfin, je l'espère. Mais ça, souvent, moi, ce que je crains, c'est que, voilà, il y a la paix, le Donbass a sa liberté, et on va les oublier. Mais tout est détruit là-bas. Tout est à C'est, reconstruire. ouais. Soyons positifs. Il faudra reconstruire. Oui, mais il y aura pas un seul de ces gens qui ont pleuré, par exemple, sur les Ukrainiens qui, voilà. Même les Ukrainiens d'en face où ça va être détruit, ces Français-là qui les ont pleurés une demi-heure ou 15 jours ou un mois, ils les auront oubliés. Eux, ils auront plus qu'à revenir dans les ruines de leur pays tout détruit. Ça me, tu vois, c'est Bah oui, ça te touche, c'est normal. Normal, parce que c'est une tragédie des deux côtés. La oui. tragédie, c'est d'avoir laissé des gens qui étaient minoritaires arriver à instaurer un pouvoir et d'avoir été utilisés par. La réelle Donc, politique voilà. Voilà. américaine. Mais cela dit, cette réelle politique pourrait être, et parfois française et parfois russe, ça pourrait l'être. Bien sûr, bien sûr. Moi, Mais j'ai là, eu des doutes quand Zakharchenko a été tué. Euh, J'en avais beaucoup parlé avec Christelle concernant son dispositif de protection. J'avais fait certaines remarques. mmh, Et puis, bah, les trois qui ont été éliminés, donc Givi en premier, Motorola. après Motorola, et puis pour finir, Zahar, ça aurait pu être évité. Alors, tu sais quoi? Moi qui ai vu ce qui se passait dans le Donbass, de près, ça m'a toujours choqué, ce que tu dis là. C'est-à-dire que j'allais sur des positions où franchement, mais je me disais: «Mais on se fait attaquer là, mais on se fait égorger». Heu, il y avait une sorte de, je pense que c'est aussi dans l'esprit russe ça, je sais pas si tu vas confirmer ou pas, mais dans le sens, un mépris de la mort qui est tel qu'il y a des fois où ce que nous occidentaux on va penser comme, je veux dire nécessaire, ne le sera pas forcément pour un Russe. Alors, il y a deux choses. Si mes souvenirs sont bons, il y a des accords tacites, non écrits, qu'on ne Mmh. s'attaque pas au chef. Bon bah, en face, vu la parole des gens qu'il y avait en face, moi j'aurais pas tellement cru à un genre de papier comme ça, mais bon. Ça, c'est ce qu'il y avait. Euh, Après, dans les dispositifs de protection dans lesquels tu es, dans lesquels il faut agir, il y a pas mal de choses qui étaient incohérentes. Donc, Tu sais, tout ce que j'ai vu là-bas était incohérent, quasiment. Heu, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis tue longtemps parce qu'il y a des fois, raconter cette guerre, c'est raconter aussi l'histoire de l'absurde.
Je sais pas comment raconter ça des fois. C'est de l'absurdité la plus totale. Et, et c'était des fois négatif pour, si tu veux, le Donbass. Mais en face, c'était encore plus négatif. Euh, L'âme humaine, enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le noir et le blanc, ça n'existe pas. Tout est mélangé, c'est forcé. Et moi, j'ai jamais été persuadé. Pour moi, enfin, c'est évidemment peut-être une croyance, mais en tout cas pour moi, Zakharchenko a été tué par les Ukrainiens, ainsi que Givy et Motorola. Vraiment, c'est ce que je crois. Disons que typiquement Motorola, comme ça s'est passé, la bombe dans l'ascenseur, tu sais que c'est une personne qui est une cible, d'accord? Oui, il était Donc, très gardé lui par contre, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. oui, mais est-ce qu'il avait les bonnes compétences? Parce que Tu as ce qu'on appelle la sécurité active qui se déplace avec la personne, oui, avec plusieurs véhicules. oui, Et puis, tu as la sécurité passive, c'est ce qu'on appelle le statique. oui, C'est des gens qui restent sur place pour empêcher de rentrer des gens qui n'ont rien à faire là-bas. Et oui, si des gens rentrent là-bas, tu suis et tu observes le travail. bien sûr. Par exemple, euh, moi j'ai travaillé avec deux familles royales, je vais pas nommer, mais avec qui j'ai voyagé dans plusieurs pays en Europe, quand on était dans les hôtels. Bah, par exemple, on t'apporte les repas, etc. Tu checkes tout, absolument tout ce qu'il y a pour voir s'il n'y a pas une machine infernale. Oui, Or, mais Motorola a été tué avec une machine infernale. oui, mais Motorola, par contre, moi, je vais te raconter un truc, c'est qu'on est sur le boulevard Artyom, qui est la rue principale, si tu veux, qui mène à la place Lénine, où il y avait le Minougla, où je travaillais, et où finalement, pas très loin, il y a tous les bâtiments. D'ailleurs, la présidence de Zakharchenko était pas loin. Et je suis surpris de voir que Motorola arrive. Et ce que tu racontes, je le vois. Donc, il y a ceux qui le suivent, il y a ceux qui sécurisent l'endroit, qui restent dehors et qui sont tournés non pas vers le café, mais vers l'extérieur. Et moi, j'avais trouvé le truc assez impressionnant, hein. À son propos, il est clair qu'il était bien gardé. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation. Et c'était en avril 2016. Non, bien sûr, je me souviens plus à quelle époque il était tué, mais bien plus tard. Ouais. Non, si la sécurité est bien faite, je veux dire, tu veux éliminer quelqu'un, tu vas l'éliminer, quoi qu'il arrive. Oui, ah bah ça, c'était clair parce que, par exemple, dans le fameux café dont je me souviens plus le nom, rien qu'un type, tu sais, qui est capable euh, de tirer une. Alors, bon, bah là, c'est vraiment un acte suicidaire, bien sûr. Tirer une roquette dans le restaurant, bon, c'est fait, quoi. Mais des exemples d'attentats, il y a peu de personnages qui échappent. Si, il y a Napoléon, qui a échappé à beaucoup d'attentats. Il y a d'autres personnages, mais on est dans une époque où les moyens étaient beaucoup plus faibles pour tuer un homme, hein. Donc, c'est sûr que Napoléon, là, les assassinats, c'est un coup de pistolet à poudre, un poignard. Bon, voilà, c'est quand même très compliqué pour le réaliser. Là, Ouais, maintenant, tu as plusieurs méthodes, hein. Ben, c'est toujours quelqu'un de l'intérieur qui va donner l'information. oui, mais moi-même, je l'ai vu. Il y a plein de trucs qui me reviennent des fois en me disant, mais c'était bizarre, ces gens-là. Il y a des gens bizarres qui étaient autour de nous. Il y a des agents français ou autres qui étaient là. Et j'ai eu des discussions parfois avec le MGB, et c'est justement pour ça qu'ils me demandaient conseil. La fameuse liste Braillard, c'est aussi pour les aider. Parce que dans une guerre, faut pas être des bisounours. L'ennemi, comme tu l'as dit, il peut être, par exemple, un médecin qui vient par Médecins sans frontières. Il peut être un membre de l'OSCE carrément. Il peut être un membre d'une organisation humanitaire quelconque. Il peut être un journaliste. Il peut être, bah voilà, après il peut être un stipendié, donc quelqu'un du cru. Tu sais que ça m'est arrivé de rencontrer des gens, notamment dans un hôpital, où il y a un gars qui voulait pas me parler. Alors ça m'étonne. Et j'avais aussi le fameux ruban de Saint-Georges, hein, à mon sac. Et il y a un autre infirmier qui vient et dit non mais laisse-le, lui c'est un nazi. Mais il me le dit comme ça, hein. Lui c'est un nazi. Je dis comment ça c'est un nazi? Il dit bah oui, c'est un mec, c'est un Ukrainien
qui est contre nous et qui est pour Poroshenko et le Maïdan. Et je dis: «Mais vous lui avez pas fait un mauvais sort?» Il dit: «Bah non». Donc ça, tu vois, c'était quand même un truc énorme. Le mec, il est pour Poroshenko, pour le Maïdan, pour qu'il soit tué, et il fait son boulot dans son. C'était l'hôpital numéro 1 à Donetsk, presque. Ouais, ouais. Et j'en ai pas rencontré qu'un comme lui. Hein. Donc ça peut être aussi de l'agent. Hein. Bah, Et il les garde sous le coude pour certaines raisons qu'on ne connaît pas. en tout cas, l'humanité des gens du Donbass, des fois, la gentillesse, des fois, elle peut te faire du tort. Et là, c'était le cas. Peut-être, tu vois. Euh, Ces gens-là, moi, je les ai pas vus s'attaquer à la culture, par exemple. Ça m'a toujours impressionné. Il y avait une journée de la langue ukrainienne. Je l'ai même filmé. Et ils enseignaient, il y avait toujours dans les bibliothèques, tu sais, les bouquins de Shevchenko, le fameux, le plus grand écrivain ukrainien de langue ukrainienne, qui est vraiment un monument, c'est le Victor Hugo ukrainien. Et les étudiants dans l'université de Donetsk, où j'ai enseigné gratuitement, m'ont fait un Noël ukrainien, en langue ukrainienne. Ah, Et génial. on faisait Noël français, ukrainien et russe en même temps. Il y avait une prof, je ne vais pas dire son nom parce qu'elle aurait peut-être des ennuis, mais bon, elle était prof de langue ukrainienne. Encore, elle enseignait, il continuait d'enseigner l'ukrainien en disant mais ça fait partie aussi de notre culture dans le Bah, bien Donbass. sûr, bien sûr. Et eux, ils luttaient pas contre la culture. Et ils n'ont pas déboulonné. Il y avait un cinéma qui portait, d'ailleurs, j'ai des photos, qui portait le nom de Shevchenko, le cinéma Taras Shevchenko. Et du coup, voilà, c'était ça la différence entre les gens du Donbass et ceux d'en face. Parce que eux, ils ont attaqué tous les monuments. Donc, ils ont déboulonné les monuments de l'armée soviétique. À Euh, partir du moment où tu détruis ton passé, tu détruis ton futur. C'est aussi simple que ça. voilà. Et tu te souviens ce qu'ils ont fait à Kharkov? Voilà, ils ont fait tomber la statue de Lénine. Je ne suis pas communiste. J'ai un arrière-grand-père qui était russe blanc. J'ai aucune. Puis bon, voilà. Mais tu vois, ça c'est choquant. Détruire. Oui, ça fait partie de la culture. Et certes, et en plus d'une histoire ancienne. Imagine que nous, par exemple, moi je suis protestant, et je vais aller défoncer la statue de Louis XIV, parce que Louis XIV, il a fait les dragonnades dans les Cévennes, etc., et qu'il a aboli l'édit de Nantes, comme tu sais. Mais la vache, mais c'était 400 ans en arrière, enfin, tu vois, enfin, 400 ans, non, 300. Mais tu vois, l'absurdité de la chose, je comprends pas. Et ça fait partie, justement, du lavage de cerveau en Ukraine. Ouais, dans le reste de l'Union européenne. Mais je pense que tu sais, peut-être que tu confirmeras, que l'Ukraine avait un terreau extrêmement propice à ce que ça arrive là, et que les Américains ils le savaient. Que là, il y avait quelque chose qu'ils pouvaient utiliser, tu sais. Et ils peuvent aussi le faire dans les pays baltes, dans tous les pays où il y a ce passif, tu sais, très douloureux de l'Union Avec soviétique. les soviétiques, ouais, tout à fait. Mais j'ai une de mes amies qui est de Lettonie ou Lituanie, je me trompe toujours. Mm. Et puis, c'est la confrontation parce que pour elle, Poutine est le méchant. Oui. Et puis, il Et, n'y a pas moyen de lui expliquer que ça n'a rien à voir. Or, sa mère est mm, russe. oui. Non, mais et du coup, tu te retrouves avec, quand tu leur racontes qu'en Lettonie, ils fêtent les anciennes, la Waffen-SS, parce que la Lettonie a fourni 4 divisions SS, un Oui, oui, pays oui. de 2 millions d'habitants, 4 divisions SS, la France une. Bon, j'en suis pas fier, hein, mais bon, voilà, c'est pour faire un peu le parallèle. Et les citoyens russes n'ont pas le droit à l'accès à l'administration, à enseigner, et c'est un pays de l'Union européenne. Et ben c'est normal. C'est normal, le russe est un sous-citoyen, un sous-homme. C'est incroyable. Bon. Mais c'est comme ça. Tu Et devrais observer ce qui se passe en Catalogne mhm, depuis la démocratie, depuis le décès de Franco. mhm. Et tu verras que c'est très très intéressant comment les gens qui sont à la tête de la Catalogne utilisent la situation. C'est exactement comme les Ukrainiens envers les Espagnols. Alors, je connais très mal le sujet, bien que, tu sais, il y ait beaucoup de Catalans qui sont venus dans le Donbass combattre. Mais c'est vrai que c'est un sujet que je connais très mal. Ben, on aura l'occasion d'en parler. Tu verras, c'est intéressant de faire des parallèles. Et ça, les gens ne le voient pas. Bah oui, il n'y a pas de base historique, il n'y a pas de lecture, il n'y a rien. Donc, c'est terrible. En plus, dans le cas de la Catalogne, il y a la partie française qui est aussi. Je ne sais pas si
Le Pays Basque aussi, il est dans le même. Je connais mieux le problème basque en fait que le problème catalan. Mais il y a des points comme ça en Europe qui sont tendus. Et Ouais, bah, disons que le but de l'Union européenne, c'est de détruire les pays et puis faire une Europe des régions. oui, tu te souviens de 2000, je crois que c'est en 2010, il y a ce vote pour créer un land franco-allemand avec l'Alsace et la Rhénanie. Finalement, les Alsaciens vont voter contre, heureusement, Dieu merci. Et c'est déjà une tentative déjà de dire, allez, on fait un truc supranational, allez, on sonne tous. C'est bon. Une façon finalement de, tu sais, d'intégrer à l'Allemagne l'Alsace Ouais. comme ça, hein. Plus de guerre, on va le faire autrement. Allez. Bon, ça, moi, ça me choque aussi, ouais, ça c'est sûr. Mais dans le Donbass, tu sais quoi? Moi, je déteste le mot séparatiste parce qu'il n'était pas séparatiste. Ça, et moi, j'ai posé cette question partout. Il n'était pas question de séparatisme au début où ça commence. Et du coup, ces journalistes, ils essaient de leur faire rentrer. Alors maintenant, bien sûr, ils le sont. Mais au départ, il n'y a pas un seul de ces gars, ou pas beaucoup, qui pensent à se dire il y aura une république. Euh, Non, non, ils veulent se protéger de tous les mafieux magouilleurs qui sont à Kiev, Exactement. Et de toute aussi, la corruption, etc. et des massacres, ils ont vu Odessa, ils voient Mariupol, ils se disent bon, bah, les prochains, c'est nous, quoi. Donc, et puis, bon, ils avaient l'exemple de la Crimée aussi, de ouf, la Crimée s'en est sortie. Et nous, est-ce qu'on pourrait pas aussi s'en sortir? Bon, hélas, tu connais la suite, il a fallu qu'ils se battent, Ouais, ouais, ouais. et ils se battent toujours hein, parce qu'ils meurent. Les gens ignorent que. Alors, d'ailleurs, la guerre, j'imagine, ça c'est une question que je te pose. En Suisse, vous avez des informations qui sont biaisées aussi, j'imagine. Ah, totalement, totalement. Bon, moi j'ai la chance d'être en contact avec des très très hauts gradés de l'armée suisse. J'ai mangé avec un de ces hauts gradés vendredi, Mhm. il y a quoi? Je suis venu en Espagne le 26, ouais, j'ai mangé le 25, j'ai mangé avec lui. Et puis j'ai eu des informations croustillantes. Et, disons que quand tu es dans un circuit, tu arrives à voir. Donc les gens qui ont accès à l'information ont des informations réalistes. Après, il y a l'information qu'on donne au peuple Au peuple, oui. et autre chose. Et qui doit être simple. Ouais, Et ouais, cartésienne, il y a les blancs, les noirs, les gentils, les méchants, etc. voilà. Ouais, je sais bien. Et c'est bien ça le problème, c'est que quand moi j'essaie de combattre cette propagande d'État naïve, mais vu de l'intérieur, je peux dire que la fameuse propagande russe, le rouleau compresseur, il est occidental hein, au niveau de la propagande. Hein. Ouais, mais les Russes en ont strictement rien à foutre. Moi, je le vois comme ça. Ils ont eu, enfin, moi qui ai travaillé pour eux à partir de 2012 dans un média d'État russe, donc qui faisait de la propagande, de toute façon, le mot propagande n'est pas négatif à la base, La Pravda, parce que tu défends quand même une cause, enfin, tu peux bien défendre une sûr. cause. Après, tu as la propagande vue à la Goebbels, après, les autres, ils ont appris, ils se sont dit, ah tiens, enfin, OTAN, etc. Union européenne, ils en ont fait quelque chose pour manipuler les gens. Et là, c'est pas la même chose. C'est pas justement la propagande à l'agent Jaurès, où tu dis des vérités. Là, tu dis des non-vérités. Ou alors, tu le dis pas. Ou même, tu dis des contre-vérités. Voilà un petit peu la différence. Et ça, c'est Ouais, très c'est le difficile. problème des pseudo-journalistes qui, à l'heure actuelle, au lieu de faire des journalismes d'investigation, font du show médiatique. Et Alors, ça s'arrête là. il y a un truc quand même qu'il faut qu'on dise aux gens, c'est que les gens du Donbass, ça tu le sais, toi, je le sais, mais ils ont attaqué les McDonald's. C'est une des premières choses qu'ils ont fait. Et ils ont aussi alors les gens, l'Occident pour les punir a dit on vous déconnecte de toutes les banques. Donc moi quand je suis arrivé, je te promets que c'est vrai, tous les distributeurs de banques ne fonctionnaient pas et ils prenaient la poussière. Tu avais même carrément de la poussière sur l'écran. Tu pouvais avec ton doigt faire une grosse trace. Et les assurances, pareil, plus d'assurances. Donc tout le monde roulait, si tu veux, il n'y avait pas plus d'accidents. Moi, j'en ai pas vu tant que ça, même presque pas.
plus d'assurance, plus de banque, plus de McDonald's. Mais c'est la liberté. Enfin, je veux dire, là, et ils sont pas morts, les gens du Donbass, et ils ont dû se battre. Et moi, je pense, je suis même sûr, qu'on a voulu les tuer plus que les autres, justement à cause de ça. Ils sont un exemple incroyable. C'est que là, on nous fait croire que la Russie, elle va s'écrouler par ses sanctions. Mais le Donbass n'en est pas mort de leurs sanctions. Mais Ils non, avaient... la Corée du Nord. La Corée du Oui, Nord, ça fait combien de temps? bon, Ils ont fait leurs fusées, ils ont envoyé des satellites, ils ont fait leurs pétards nucléaires. on pourrait aussi citer Cuba d'une certaine manière. Ouais, Euh, Cuba, ça a été quand même beaucoup plus dur, hein. Elle était proche, très proche de l'ennemi. Enfin bon, bref. Ouais. Bah, ma mère était diplomate à l'époque, et puis elle a travaillé pour la mission cubaine à Genève. Mhm. Et elle m'a dit que c'était quand même très très tendu, que les gens allaient armer là-bas, elle était pas à l'aise. Donc, Ouais, ouais. Enfin, tu sais. Mais il y a un truc quand même, il y a une différence là, c'est que moi, il y a un truc qui m'avait toujours peiné, c'est que dans le Donbass, je te promets, il y avait du Coca-Cola à volonté. Il y avait des camions qui emportaient, parce que le port du Donbass, Mariupol, était occupé par les Ukrainiens. L'aéroport terminé, donc il restait plus que les camions, parce que les chemins de fer, bon, ils étaient coupés. oui, c'était compliqué au niveau du chemin de fer. Donc des camions. Eh bien, ils abreuvaient le Donbass de Coca-Cola. Du coup, sous la présidence de Zakharchenko, ils ont lancé un Coca-Cola du Donbass, je ne me souviens plus le nom d'ailleurs, pour essayer de contrer le truc, mais pas moyen. Les gens, ils buvaient du Fanta, du Coca, du Sprite. Pas moyen. Ben là, tu sais que il y a Coca-Cola qui annonce c'est fini là pour la Russie. Donc ils ont passé un truc. Alors là, si Coca-Cola arrête d'envoyer du Coca dans un pays, c'est ils se sont dit bon, on va mettre la pression un peu plus haut. Mais c'est complètement absurde, si tu veux. Moi, j'étais pas content qu'il y ait du coca. Là, je suis content qu'il y en ait plus. Mais c'est pas ça qui va faire tomber la Russie. Enfin, tu vois, c'est complètement absurde. Tu n'as C'est, pas vu la vidéo de Natacha? non. Ah, il faudrait que je te passe le lien sur le Coca, KFC, McDonald's. Euh, tu vas comprendre le thème de la vidéo. À la fin, elle leur dit From Russia with love. Bah, Voilà, d'autant t'as qu'il compris. y a un truc que les Occidentaux, ils comprennent pas. Je pense que toi, tu l'as vu en Russie et puis aussi en Moldavie. Euh, Là, ils nous ont montré une vidéo où tu as des Russes qui sont allés s'empiler dans un McDonald's à Moscou parce que c'était le dernier jour. Des idiots, il y en a dans tous les pays, hein. Ah oui, 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 oui. Et en fait, s'ils venaient en Russie, ils se rendraient compte que le maillage de McDonald's, qui est hyper important en France, parce que la France est un des plus grands consommateurs de McDonald's en Europe, c'est très surprenant parce que c'est le pays de la gastronomie et en fait, finalement, voilà, hein, ils se sont fait quand même bien coloniser. La Russie, ce n'est pas le cas. Il y a très peu de McDonald's, enfin très peu, par rapport à la population et au maillage, c'est assez faible. Et tu vas retrouver les teremok, où tu manges les beignets russes. Tu vas retrouver les, comment ça s'appelle, les kartoshka, où tu manges la Ouais. patate fourrée. Et tu vas retrouver tout un tas d'autres trucs. Les shawarma, bien sûr, les kiosques à shawarma, il y en a partout. Donc, ce que j'appelle le kebab caucasien, mais qui est du Moyen-Orient. Enfin, Ouais, les voilà. shashlik. Oui, aussi. Euh, Tout ça, mais de manière extrêmement importante. Et du coup, les Européens ne se rendent pas compte que le russe, même maintenant, même à Moscou, parce que moi je suis à Moscou, c'est une vitrine de la Russie, hein, c'est pas la Russie réelle, entre guillemets. La Russie réelle, elle est dans les campagnes, elle est dans les villes moyennes. Ici, à Moscou, on est vraiment, c'est là où il y a 50% du budget de la Russie qui est dépensé. Bon, voilà, C'est c'est colossal. bon. Là, on est dans une Russie qui est riche, opulente. Je ne dis pas que la Russie est pauvre, hein, mais disons que c'est là où. Et puis, c'était une ville quand même très particulière. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des choses absurdes que les Occidentaux croient. Et cette idée qu'il y a une révolution qui va se faire contre Poutine, mais alors là, ils ont vraiment absolument. Ils croient, tu sais, que on est à l'aube de 1917. Et ils ont une méconnaissance du peuple russe aussi complète et de son histoire par rapport à comment tout ça est construit. Et Poutine, bien sûr, il a des opposants.
Mais là, s'il y avait 20 000 personnes dans la rue pour manifester contre la guerre, c'était le bout du monde. Dans une ville de 15 millions d'habitants avec la banlieue de 4 ou 5 millions. C'est ce que les gens ne font pas le Oh, rapport. alors, quand tu parles des Gilets jaunes ou des manifestations du mariage pour tous, ou d'autres dans le monde, enfin en tout cas je cite la France parce que je suis français, mais il y avait combien de gens dans la rue? 1 million? 700 000, 600 000, 500 000, mais là 20 000. Mais c'est Non, mais absurde. c'est rien, c'est ridicule.